C'est un rêve vieux comme le monde, un fantasme qui n'était pas censé se réaliser un jour. Devenir plus beau, plus fort, plus intelligent, repousser les limites de la condition humaine. Aujourd'hui, les progrès de la science nous donnent les moyens de tutoyer ce rêve. Nous avons toujours voulu être immortels, avoir toutes sortes de super-pouvoirs. Mais aujourd'hui, cela devient vraiment plausible. Robotique, intelligence artificielle, nanotechnologie, génétique, ces nouvelles technologies nous promettent de réaliser un vieux fantasme, améliorer l'homme. Il est très clair que cette volonté de normalisation de la matière humaine, de la chair humaine, accompagne une volonté de normalisation culturelle. On fait de l'homme compétitif, puisque c'est le mot-clé de notre époque. Et moi, je suis terrorisé par cette idée-là, qui fait qu'il n'y aura plus rien aux marges, donc il n'y aura plus d'espoir de sortie. Qui fixera la norme de cet homme compétitif, au cerveau infaillible, au corps parfait et sans âge? Les scientifiques? Les politiques? Les militaires ou les marchands? Alors que nous tentons de modéliser, standardiser, reproduire à volonté les processus biologiques, l'idéologie technicienne qui voit l'homme comme une machine gagne du terrain. L'application de cette vision industrielle de l'humain commence dès la naissance. Maîtriser le hasard de la naissance n'est pas une préoccupation récente. Vers 1870, Francis Galton, le cousin de Charles Darwin, fonde l'eugénisme. Son objet est double: entraver la multiplication des inaptes et améliorer la race en favorisant la reproduction des plus aptes. Pétri de bonnes intentions, ce mouvement se développe dès le début du XXe siècle. D'abord aux États-Unis, puis en Europe. En 1950, 33 États américains possèdent des lois eugénistes, comme la stérilisation des handicapés, des épileptiques, des malades mentaux, parfois même des alcooliques et des toxicomanes. Ces politiques sont abandonnées lorsque les Américains découvrent l'horreur des camps de concentration nazis. Aujourd'hui, on dispose de techniques qui permettent de faire de l'eugénisme d'une façon beaucoup moins traumatisante qu'avant, puisqu'on ne va pas stériliser les gens, d'une façon qui laisse les individus relativement libres de ce qu'ils décident, et donc toutes les conditions sont mises en place pour qu'on reprenne un eugénisme aussi fou que celui des années 30. Crise économique, besoin de créer des emplois, fascination pour le progrès technologique et mythe de l'homme nouveau, les conditions d'émergence du mouvement eugéniste des années 30 à 50 semblent à nouveau réunies. Mais aujourd'hui, la plupart des médecins considèrent que le tri des embryons est un eugénisme positif parce qu'il n'est pas imposé par un gouvernement, mais librement choisi par chacun. Beaucoup de gens se rassurent en disant que le nouvel eugénisme est libéral, il est librement consenti puisque les individus choisissent eux-mêmes de sélectionner ou non leurs embryons. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, comme c'est montré dans le film Bienvenue à Gattaca, à partir du moment où les gens commencent à choisir, ceux qui ne choisissent pas se retrouvent en difficulté et que donc, en fait, on crée une espèce d'obligation de choix. Donc, c'est pas aussi vrai que ça en a l'air, que les gens peuvent choisir ou non de trier leurs embryons. Si on l'autorise, ça deviendra plus ou moins obligatoire à moyen terme. First, we may as well decide on gender. Have you given it any thought? We would want Vincent to have a brother, to play with. Of course you would. Hello, Vincent. Now, you have specified hazel eyes, dark hair, and fair skin. I have taken the liberty of eradicating any potentially prejudicial conditions, premature baldness, myopia, alcoholism and addictive susceptibility, propensity for violence, obesity, etc. We didn't want, diseases, yes, but... Right, we were just wondering if it's good to just leave a few things to chance. You want to give your child the best possible start. Believe me, we have enough imperfection built in already. No, your child doesn't need any additional burdens. And keep in mind, this child is still you. Simply the best of you.
You could conceive naturally 1,000 times and never get such a result. Bienvenue à Gattaca, ça raconte vraiment comment on peut trier de l'humain pour des missions particulières et trier dans l'œuf. Et je crois qu'un jour viendra où la société dira à ceux qui n'auront pas voulu choisir leurs enfants, alors vous vous débrouillez avec. Il n'y a pas de raison qu'on vous donne des congés maternité, des allocations familiales, Non, vous vous débrouillez. Vous avez pris un risque et très vite, il y aura une pression sociale très forte, si ce n'est une obligation, une pression, pour que les gens fassent des enfants utiles, normés et qui devraient théoriquement être plus heureux que les autres. Nous allons bientôt pouvoir choisir d'autres options pour nos enfants. Le Dr Steinberg a annoncé récemment qu'il pouvait sélectionner la couleur des yeux des enfants, la couleur de leurs cheveux, celle de leur peau. Immédiatement après cette annonce, la clinique a été inondée de demandes. Mais elle a suscité un tel tollé que l'offre a été retirée du site. Hors caméra, le docteur avoue qu'on lui demande parfois de sélectionner des embryons qui feront des enfants grands, sportifs ou ayant l'oreille absolue. On ne le saura jamais. Ce ne sont pas des informations publiques. Personne ne les oblige à dire ce qu'ils testent. On est à Hollywood. C'est la chirurgie esthétique. Si les gens n'aiment pas leur nez, ils le changent. Est-ce que je suis pour? Totalement pour. Si certains veulent une autre couleur d'yeux, je suis d'accord. Est-ce que je le ferai moi? Oui, probablement. Mais pas maintenant. C'est trop tôt. Le Dr Steinberg est convaincu que le temps finira par lui donner raison. En Angleterre, des médecins ont déjà accepté d'éliminer les embryons d'un enfant qui aurait risqué de loucher. L'horreur, elle est liée à l'introduction de la notion de choix rationnel pour ce qui est d'avoir un enfant. C'est le choix rationnel que je mets en cause, moi. C'est pas la commercialisation, c'est pas etc. C'est pas la technique, c'est le choix rationnel. L'élimination du hasard, l'anti-hasard, c'est ça que je mets en cause. Il y a deux conditions de possibilité pour que la vie ait un sens. Premièrement, qu'elle ait une fin. Deuxièmement, qu'elle soit tissée de hasard. Donc si on veut éliminer la fin et si on veut éliminer le hasard, on élimine tout simplement en même temps le sens de la vie. Et du même coup le sens de la mort et le sens tout court. Est-il souhaitable de réaliser ce rêve vieux comme le monde de faire de nous des hommes parfaits? On ne peut pas refuser aux paralysés de marcher à nouveau, à des parents atteints de maladies rares d'avoir des enfants sains. Mais alors que la médecine qui soigne se transforme en une médecine de sélection et d'amélioration, il est temps de questionner cet homme meilleur. Nous allons fabriquer des corps plus beaux qui nous permettront de vivre beaucoup plus longtemps et des cerveaux qui nous permettront de travailler plus. Mais au bénéfice de qui allons-nous nous infliger ces améliorations? Pour plaire aux scientifiques qui font des découvertes fabuleuses? Parce que nos gouvernements sont prêts à tout pour gagner les emplois de demain? En supprimant le hasard de la vie, nous en éliminons le sens. Le risque, c'est que la technologie ne nous rende pas meilleurs, mais simplement moins humains.